Après mon accident de voiture, mes parents sont partis en Italie avec ma sœur et m'ont laissé seule à l'hôpital, m'envoyant un message: « Nous allons à Rome pour nous amuser, ne nous dérange pas en appelant. » Alors j'ai bloqué toutes leurs cartes et comptes bancaires, et je les ai quittés. Je m'appelle Louise, et je n'aurais jamais cru que ce serait moi qui tiendrais tout à bout de bras. À 27 ans, la plupart des gens de mon âge se concentrent sur leur carrière ou essaient de trouver leur voie. Mais moi, je suis là, à essayer de gérer ma propre vie tout en payant presque tout ce dont ma famille a besoin. Louise, chérie, la facture de thérapie de Pius est arrivée aujourd'hui. La voix de ma mère grésillait dans le téléphone dimanche dernier. C'était la même conversation que nous avions depuis des mois. Je sais que tu as déjà beaucoup aidé, mais... dit-elle en laissant sa phrase en suspens. J'ai soupiré en ouvrant mon application bancaire, le téléphone coincé entre mon oreille et mon épaule. Combien cette fois, maman? Comment on en est arrivé là est une histoire simple, mais la vivre n'a rien eu de facile. Ma sœur Julia, qui a 3 ans de plus que moi, a eu ce que ma mère appelle un « contretemps professionnel » il y a 1 an. C'est une façon plutôt gentille de le dire. En réalité, Julia a complètement craqué quand elle n'a pas eu la promotion qu'elle voulait. Au lieu de réagir de manière professionnelle, elle a démissionné sur le champ, brûlant les ponts plus vite qu'un feu de forêt. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient choisi Brianna à ma place. Julia sanglotait contre mon épaule ce jour-là. Tu sais depuis combien de temps je travaille là? Tous les efforts que j'ai faits. Je me souviens être assise dans mon nouvel appartement, celui que j'étais si fière de louer après mes études, à l'écouter se plaindre. Je pensais qu'elle se calmerait après quelques semaines, qu'elle trouverait peut-être même un meilleur boulot. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. 7 mois sont passés pendant qu'elle digérait la situation. Puis encore 7 mois à ne postuler qu'à certains types de postes. C'est ainsi que mes parents expliquaient son chômage. Pendant ce temps, c'était moi qui veillais à ce que les factures de mes parents soient payées, que leur frigo soit rempli, et que Julia continue de voir sa thérapeute 4 fois par semaine. La thérapie lui fait vraiment du bien, disait maman pendant que je transférais une autre part de mon salaire sur leur compte. Elle fait des progrès. Des progrès? De mon point de vue, je voyais juste mon compte en banque fondre. Je voyais ma sœur affalée dans notre maison d'enfance, faisant défiler des annonces d'emploi avec des exigences absurdes, comme des postes avec des week-ends de 5 jours et des vacances illimitées. Pendant ce temps, moi, je bossais en heures sup dans mon boulot de marketing, je prenais des clients en plus, et j'avais à peine le temps de respirer. Cette dernière année a été éreintante pour nous tous. Je voyais aussi le stress sur le visage de mes parents. Les rides d'inquiétude de maman, et les épaules de papa qui s'affaissaient un peu plus chaque fois que Julia refusait une offre d'emploi pas assez bien. En les regardant, je me suis dit qu'on avait tous besoin de quelque chose de bon, de positif, à attendre avec impatience. C'est là que j'ai commencé à organiser un voyage à Rome rien que pour nous 3. J'ai passé des semaines à tout planifier dans les moindres détails, l'hôtel parfait, des visites privées et des expériences pensées spécialement pour eux. Une dégustation de fromage pour maman, elle avait toujours rêvé de goûter de vrais fromages italiens. Une visite de vignoble pour papa, il adorait le bon vin rouge. Je pensais que ce voyage serait parfait, une façon d'oublier le stress et de créer des souvenirs heureux. Je nous imaginais marchant dans les ruelles de Trastevere, partageant un verre de vin dans de petits cafés chaleureux, et enfin voir mes parents sourire sans inquiétude. Mais la vie peut changer en 1 seconde. Un instant, j'étais en route pour rencontrer un client, en train de penser à ma présentation et au départ prévu le lendemain pour notre voyage. Et l'instant d'après, il y a eu un grand fracas. Le crissement du métal. Puis plus rien. Je ne me souviens pas bien de l'accident. Juste de quelques bribes. Des sirènes. Des voix de secouristes. Des lumières fortes au-dessus de moi. Quand je me suis vraiment réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital. Tout mon corps me faisait l'effet d'un hématome géant. Le médecin m'a dit que j'avais eu besoin d'une opération d'urgence, mais qu'elle s'était bien déroulée. Cependant, je ne sortirai pas de sitôt. Vous avez beaucoup de chance, m'a dit une infirmière en ajustant ma perfusion. L'airbag vous a protégé du pire, mais l'autre voiture vous a frappé violemment. J'étais encore dans les vapes quand mes parents et Julia sont entrés dans la chambre. Maman tenait son sac de voyage préféré, celui qu'elle avait acheté spécialement pour le voyage à Rome. Rien que de le voir, mon estomac s'est noué. Je suis désolée, ai-je dit, la voix rauque à cause du tube respiratoire. Il va falloir qu'on reporte le voyage. Ne vous inquiétez pas, je vais tout annuler aujourd'hui, et on pourra y aller quand j'irai mieux. Je m'attendais à ce qu'il soit compréhensif, peut-être un peu déçu, mais quand même soutenant. Mais ce qui s'est passé ensuite, je n'étais pas prête. Au lieu d'un mot de réconfort, ma mère a parlé d'une voix étrangement calme. Oh, pas besoin d'annuler quoi que ce soit, ma chérie. J'ai cligné des yeux,
me demandant si les antidouleurs ne me faisaient pas entendre des choses. Quoi ? Ton père et moi avons réfléchi, a-t-elle dit en ajustant la lanière de son sac. On pense qu'on devrait quand même partir. Tu peux te reposer ici, et on emmènera Julia à la place. Ces mots m'ont frappé plus fort que la voiture qui m'avait percuté. Je les ai regardés, attendant que quelqu'un dise que c'était une blague. Julia a vécu une année très difficile, a ajouté maman en lui tapotant l'épaule. Elle a vraiment besoin de cette pause. Julia a avancé d'un pas, tu devais surveiller la maison pendant notre absence, a-t-elle dit. Puisque tu ne peux pas le faire, tu devras engager quelqu'un. Assure-toi qu'il soit fiable. Je suis restée là, la bouche ouverte, incapable de parler. Ce n'était pas possible. Ma propre famille parlait de leurs vacances pendant que j'étais allongée sur un lit d'hôpital, à peine 24 heures après une opération majeure. Puis ils m'ont fait un signe de la main, et sont partis, me laissant seule avec le bip régulier du moniteur cardiaque, et cette douloureuse prise de conscience qu'ils venaient de m'abandonner pour un voyage que j'avais moi-même planifié, et payé. Je suis restée dans ce lit pendant ce qui m'a semblé être des heures, fixant le plafond, essayant de donner un sens à tout ça. Les antidouleurs n'apaisaient pas la douleur que j'avais dans la poitrine, celle qui n'avait rien à voir avec mes blessures. Ils ne m'ont même pas demandé comment j'allais, ai-je murmuré. Pas un mot sur l'opération. Rien sur l'accident. Rien du tout. Une infirmière est passée pour la 3e fois, sans doute alertée par l'augmentation de ma fréquence cardiaque sur le moniteur. Elle s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte, l'air inquiet. Tout va bien, ma chérie ? Tes constantes sont un peu élevées. Mon téléphone, ai-je dit, en me souvenant soudain. Pourriez-vous me donner mon téléphone ? Il devrait être avec mes affaires. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec un sac en plastique de l'hôpital. Mes mains tremblaient légèrement en sortant mon téléphone, soulagée de voir qu'il n'était pas abîmé. L'écran s'est allumé avec mon ancien fond d'écran, une photo de Noël avec mes parents. Je l'ai vite remplacé par un fond d'écran par défaut. Au moins quelque chose a survécu à l'accident, ai-je murmuré. Puis j'ai ouvert mon application mail. Là, devant moi, se trouvait le dossier de mon voyage à Rome, rempli de toutes les confirmations et des plans sur lesquels j'avais travaillé si dur. Je le fixai un moment. Très bien, me dis-je à moi-même, mes doigts flottant au-dessus du premier email, s'ils veulent me traiter comme une agente de voyage au lieu d'une fille, je vais agir comme telle. Et un par un, je commençai à tout annuler. D'abord, l'hôtel. En quelques clics, la magnifique suite avec vue sur le Municipio 9 disparut. Ensuite, toutes les visites privées. La dégustation de fromage pour maman ? Annulée. La tournée des vins de papa ? Fini. Le guide privé pour le musée du Pradi, la croisière du soir sur le Trastevere, les billets coupe-fil pour le Municipio 9, je les ai tous annulés. À chaque annulation, je ressentais un mélange d'émotions. De la tristesse ? Oui, car j'avais rêvé de partager ces expériences avec mes parents. Mais aussi autre chose. Ce n'était pas exactement de la satisfaction, mais peut-être un sentiment de justice. Ils avaient traité mon accident comme un simple contretemps. Ils avaient choisi d'emmener Julia, qui n'avait ni travaillé ni contribué à quoi que ce soit depuis un an, en voyage, un voyage que j'avais payé, pendant que j'étais allongée sur un lit d'hôpital. Il ne restait plus qu'à annuler leur vol retour. Je fixai la confirmation pendant un long moment avant de cliquer sur le bouton. Une petite partie mesquine de moi se demanda comment il réagirait en réalisant qu'il devrait se débrouiller seul pour rentrer. Une fois tout annulé, j'ai mis mon téléphone en silencieux, les posé face contre la table de chevet, et j'ai fermé les yeux. Il s'en rendrait compte assez vite. Peut-être quelque part au-dessus de l'Atlantique, réaliserait-il que les actions ont des conséquences, même en famille. Peut-être qu'en atterrissant à Rome, sans hôtel, sans visite, et sans vol de retour, il comprendrait enfin ce que ça fait d'être abandonné et laissé seul pour tout gérer. Le premier message est arrivé à 3h25 du matin. Il venait sûrement d'arriver à Rome et d'essayer de s'enregistrer à l'hôtel. Mon téléphone s'est allumé, vibrant silencieusement. Malgré la douleur dans mes côtes, j'ai esquissé un petit sourire. Au petit déjeuner, j'avais 15 appels manqués. À midi, 40. Les messages commençaient à s'empiler aussi. J'ai tenu un petit compte sur le dos du menu des repas de l'hôpital, juste pour m'amuser. Appels manqués. Maman, 25. Papa, 18. Julia, 48. SMS, 50 et ça continue. Messages vocaux, 21. Je souris. Voyons ce qui est si urgent qu'il bombarde le téléphone d'une patiente hospitalisée. Quand le compteur a dépassé 51, j'ai enfin pris mon téléphone, grimaçant en bougeant. Les messages de Julia étaient en premier. Comment peux-tu être aussi cruel et égoïste ? Nous sommes debout dans le hall de l'hôtel sans endroit où aller. Tu es absolument sans cœur. Puis maman,
Louise, je suis tellement déçue de toi. Ce n'est pas comme ça qu'on traite la famille. On ne s'est jamais rien fait de tel entre nous. Je ne comprends pas pourquoi tu nous fais ça. Nous sommes tes parents. Je fixais l'écran en secouant la tête. Maintenant, il voulait parler de famille ? Je ne pus m'empêcher de rire, même si ça me tirait les points de suture. On ne s'est jamais rien fait de tel ? Vraiment ? Et m'abandonner à l'hôpital après un accident pour partir en vacances que j'ai payé, ce n'est pas quelque chose ? Les messages de papa étaient plus courts, mais tout aussi exigeants. Appelle maintenant. Répare ça immédiatement. Ta mère pleure. Le téléphone ne cessait de vibrer. De nouveaux messages apparaissaient plus vite que je ne pouvais les lire. L'hôtel refuse de nous laisser entrer. Où sont nos réservations de visite ? Qu'est-ce que tu veux dire par « tu as annulé les vols retour » ? Réponds au téléphone immédiatement. J'étais en train de lire un message particulièrement méchant de Julia, disant que j'avais tout gâché, quand le docteur Olivier est entré, l'air grave. Mademoiselle Wilson, votre téléphone sonne sans arrêt depuis des heures. C'est un hôpital ici, pas un centre d'appel. Nous avons besoin d'un environnement calme pour tous nos patients. Je sentis mes joues rougir de gêne. Je suis désolée, docteur. C'est juste que... Et sans trop réfléchir, je me suis mise à tout lui raconter, l'accident, le voyage à Rome que j'avais organisé, la réaction de ma famille, et comment j'avais tout annulé. Il écouta attentivement, son expression devenant de plus en plus préoccupée. Puis mon téléphone sonna à nouveau. Le nom de maman apparut à l'écran. Sans hésiter, le docteur Olivier décrocha. Bonjour. Ici le docteur Olivier de l'hôpital Mémorial. Je vous demande d'arrêter d'appeler. Votre fille a besoin de repos et s'apprête à subir une seconde opération. Même depuis l'autre côté de la pièce, j'ai entendu la voix tranchante de ma mère à travers le haut-parleur. Je me fiche de l'opération. Passez-moi ma fille immédiatement. Elle doit réparer ce qu'elle nous a fait. Le visage du docteur Olivier changea, d'abord la surprise, puis l'incrédulité, puis la colère. Sans un mot, il raccrocha. Je vais garder ceci jusqu'à après votre opération, dit-il fermement, en glissant mon téléphone dans sa poche. Vous devez vous concentrer sur votre guérison, pas sur tout ça. Les jours suivants furent un mélange flou d'antalgique et de sommeil. Sans mon téléphone, je n'avais aucune idée de ce que ma famille faisait à Rome, mais honnêtement, le silence était réparateur à sa manière. Mais la vie a une drôle de façon de vous surprendre. Toc, toc. Le 4e jour après l'opération, Corinne du service marketing passa la tête dans ma chambre. On a apporté de la contrebande, chuchota-t-elle avec un sourire. Elle et Nick de la compta avaient fait passer du vrai café du café en bas de la rue. Le lendemain, Britney et James de mon équipe arrivèrent avec des magazines et les potins du bureau. Le jour suivant, ma cousine Marie, que je n'avais pas vue depuis des mois, passa avec une soupe maison. On a organisé un planning, dit Britney en brandissant une tablette avec un tableau coloré. Quelqu'un du bureau passera chaque jour. On ne peut pas laisser notre meilleur chef de projet se sentir seul. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis aimée. Les larmes me montèrent aux yeux. Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça. Oh, allez, dit James en balayant ma remarque d'un geste. Après tout ce que tu as fait pour nous, c'est la moindre des choses. Même mon patron, Monsieur Ryan, avait lui-même appelé l'hôpital. Louise, ne t'inquiète de rien, dit-il de sa voix bourrue habituelle, bien qu'elle soit plus douce que d'ordinaire. L'accident a eu lieu pendant les heures de travail, donc notre assurance te couvre. Tu vas recevoir une bonne indemnisation. Ça devrait t'aider à te rétablir et même plus. Le 5e jour sans mon téléphone, le docteur Olivier est revenu et l'a posé sur ma table de chevet. Je pense que tu es assez forte pour gérer ça maintenant, dit-il. Mais je comprendrais si tu préfères encore le laisser éteint un peu. Je l'ai pris avec des mains tremblantes. Plus de 125 appels manqués, des dizaines de textos, des dizaines de messages vocaux. J'ai commencé à lire depuis le début, observant comment leurs messages évoluaient avec le temps. Les premiers étaient des supplications. Louise, tu dois comprendre notre point de vue. On est une famille. On peut régler ça. Puis sont venues les tentatives de culpabilisation. Comment as-tu pu nous embarrasser comme ça ? Nous ne méritons pas un tel traitement. Et enfin, la colère. Tu n'imagines pas le taudis dans lequel on est. Il y a des punaises de lit. Papa dort sur un lit de camp. On entend des coups de feu la nuit. Les messages de maman étaient tout aussi dramatiques. On peut à peine se payer à manger. On mange chez des vendeurs de rue comme des sans-abri. On n'a fait aucune visite, rien vu correctement. C'est ça que tu voulais ? Faire souffrir tes parents ? Le dernier message était une exigence de billets de retour, suivi de multiples menaces sur ce qui se passerait si je ne réglais pas immédiatement les choses. J'ai soupiré et reposé le téléphone face contre la table,
juste au moment où un autre coup se fit entendre à la porte. C'était Sophie DRH, tenant un jeu de cartes et un sachet de cookies qu'elle avait fait passer en douce. Prête à apprendre le poker, demanda-t-elle avec un sourire malicieux. Je l'ai regardé, puis mon téléphone, et j'ai fait un choix. J'ai éteint complètement mon téléphone et souri. Distribue-moi des cartes. Je passais une bonne journée quand ils ont débarqué. Mon kiné venait juste de finir notre séance, et j'étais fière de moi, j'avais réussi à marcher quelques pas toute seule. Puis je l'ai entendu, le bruit de valises à roulettes dans le couloir de l'hôpital. Mon seul avertissement. Quelques secondes plus tard, ils ont fait irruption dans ma chambre comme un ouragan. Comment oses-tu ? Le visage de maman était rouge de colère, encore en tenue de voyage. Comment as-tu pu nous faire ça ? Juste derrière elle, Julia traînait sa valise de marque, les yeux étincelants de rage. La valise que Julia traînait ? C'est moi qui la lui avais offerte à Noël dernier. Papa se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air à la fois furieux et embarrassé. Infirmière Kate, qui ajustait ma perfusion, s'est immédiatement interposée entre eux et mon lit. Baissé d'un ton. Ceci est un hôpital, pas un chapiteau de cirque. Mais ils n'ont pas écouté. 3 semaines de frustration ont éclaté hors de Julia comme un barrage qui cède. Elle est bien ici. Julia a lancé les bras en l'air en désignant ma chambre privée. Regarde-la, allongée dans un lit propre, avec 3 repas par jour pendant qu'on souffre. Quelque chose en moi a craqué. Peut-être les antidouleurs me donnaient du courage, ou peut-être que j'en avais simplement assez. Souffert. Ma voix était calme mais tranchante. Parlons de souffrance, voulez-vous ? La pièce est devenue silencieuse. L'année dernière, j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement, payé les factures, fait les courses, financé les séances de thérapie de Julia pendant qu'elle restait à la maison à refuser des boulots sous prétexte qu'ils n'étaient pas assez bien. Maman a ouvert la bouche pour parler. J'ai levé la main. Pas cette fois. C'est moi qui ai planifié ce voyage en cadeau. J'ai passé des mois à tout organiser. J'ai tout payé avec mon propre argent. Puis j'ai eu un grave accident, j'ai dû subir une opération d'urgence, et qu'avez-vous fait ? Vous êtes-vous demandé comment j'allais ? Si j'allais survivre ? Non. Vous avez emmené Julia, qui n'a pas contribué d'un seul centime à cette famille depuis plus d'1 an, en vacances à ma place pendant que j'étais sur un lit d'hôpital. Je vis les premières étincelles de honte dans les yeux de maman, mais cela ne dura pas. Tu peux aller à Rome n'importe quand, lança-t-elle. C'était peut-être notre seule chance. Puis Julia, ma propre sœur, porta le coup final. En plus, tu aurais pu rester handicapée après l'accident. Donc tu aurais annulé de toute façon. C'est pour ça que j'ai convaincu maman et papa qu'on devait y aller pendant que tout était encore payé. Un silence de mort tomba dans la pièce. Même maman avait l'air choquée. Mes doigts tremblaient tandis que j'atteignais le bouton d'appel. Sécurité, s'il vous plaît. J'ai besoin que 4 personnes soient escortées hors de ma chambre, et je veux qu'elles soient ajoutées à la liste des visiteurs interdits. Louise, n'ose pas, commença maman. Mais c'était trop tard. 3 agents de sécurité entrèrent dans la pièce. Cette patiente est en convalescence après une opération majeure, dit fermement l'un d'eux. Je vais devoir vous demander de partir. Je l'ai regardé se faire escorter dehors. La voix en colère de maman résonnait dans le couloir. Le silence de papa en disait long. Les protestations de Julia s'estompaient à mesure qu'il disparaissait de ma vue. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis des mois. J'ai bloqué leurs numéros. Tous. Mon doigt est resté un peu plus longtemps sur le contact de papa. Mais au final, son silence avait été aussi douloureux que leurs actes. Puis j'ai ouvert mes applis bancaires. J'ai annulé tous les virements automatiques que j'avais mis en place pour ma famille. Plus de transferts mensuels pour la thérapie de Julia. Plus de factures à payer pour eux. Plus d'argent pour les courses. Je me suis sentie plus légère, comme si un poids m'avait été enlevé des épaules. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais librement. 3 semaines plus tard, j'étais sortie de l'hôpital. Et quand je suis enfin rentrée chez moi, mon appartement ressemblait à un sanctuaire. Mes collègues de travail l'avaient nettoyé, rempli le frigo, et même mis des fleurs fraîches sur le comptoir de la cuisine. Pas de drame familial. Pas de chantage émotionnel. Pas d'exigence financière. Juste la paix et le silence. Je me suis concentrée sur ma guérison. J'ai fait mes exercices de kiné. J'ai commencé à travailler à distance. Peu à peu, la vie a retrouvé un rythme qui ne tournait plus autour des problèmes de ma famille. Puis, environ 1 mois après ma sortie de l'hôpital, mon téléphone s'est mis à vibrer avec des messages de cousins et d'amis de la famille. Maman s'était plainte sur Facebook. Ma propre fille nous a abandonnés dans notre moment de besoin, écrivait-elle. Après tout ce que nous avons fait pour elle, elle nous tourne le dos alors que ses pauvres parents sont en difficulté.
Julia ne trouve pas de travail, les factures s'accumulent, et Louise ne répond même pas à nos appels. Certains de ses amis, qui ne connaissaient pas la vérité, se sont empressés de la réconforter. Quelle horreur! Après avoir élevé un enfant si ingrat. La famille devrait toujours passer en premier. Je vais prier pour que ta fille revienne vers toi. J'allais fermer l'application quand un nouveau commentaire est apparu. Il venait de ma cousine Marie. Tati Linda, tu joues sérieusement à la victime? Tu as laissé Louise seule à l'hôpital après son accident de voiture pour partir en vacances payées par elle. Tu as emmené Julia au lieu de soutenir ta fille blessée. On sait tout ce qui s'est réellement passé. Puis d'autres membres de la famille ont commencé à commenter. Ils ont partagé les détails, comment j'avais soutenu mes parents pendant un an pendant que Julia refusait de travailler, comment j'avais organisé le voyage à Rome comme un cadeau, comment ils m'avaient rendu visite à l'hôpital pendant que mes propres parents faisaient du tourisme en Europe. 3 jours plus tard, la publication avait disparu. Mais à ce moment-là, les captures d'écran circulaient déjà dans le groupe de famille. Le plan de maman pour se faire passer pour la victime s'était retourné contre elle. 4 mois après l'accident, je suis entrée dans mon bureau sans ma canne pour la première fois. Mes pas étaient stables. La tête haute. Toute la kinésithérapie avait porté ses fruits. J'étais enfin de retour à la normale, peut-être même plus forte qu'avant. Je m'attendais à une reprise tranquille, peut-être un peu de bavardage près de la machine à café. Mais en arrivant, j'ai trouvé toute mon équipe rassemblée autour de mon bureau. Un énorme gâteau trônait au milieu de la fête. « Bon retour, Louise » ont-ils tous crié. Je suis entrée, et le gâteau m'a coupé le souffle. 3 magnifiques étages de vanille et de chocolat décorés de fleurs en fondant. Au sommet, une petite figurine de femme, debout, fière. Les larmes me sont montées aux yeux. « Vous êtes incroyable !» Ai-je commencé, mais je n'ai pas pu terminer. Corinne m'a prise dans une étreinte douce pendant que Nick commençait à couper le gâteau. « Oh, et ceci est pour toi », dit Britney en me tendant une enveloppe. C'était de la compagnie d'assurance. Je l'ai ouverte là, entourée de ma famille de travail, et j'ai failli la faire tomber en voyant le montant du dédommagement. Il y avait plus de zéro que je ne l'aurais imaginé. Ce soir-là, assise dans mon appartement avec une part de gâteau en main, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à regarder des sites de voyage. Le même hôtel de luxe à Rome que j'avais réservé auparavant est apparu dans les résultats. Sans hésiter, j'ai vérifié les disponibilités pour dans 4 mois. Chambre simple cette fois, murmurai-je en souriant, en cliquant sur réserver maintenant. Ensuite, j'ai réservé les visites, les mêmes que j'avais prévues auparavant, mais cette fois, conçues pour un voyageur solo. Le tour du fromage, la dégustation de vin, le guide privé pour les soirées. Je les ai tous pris. Cette fois, chaque expérience serait exactement comme je le voulais. Sans compromis. Mon téléphone a vibré. Encore une tentative de contact de ma famille. Un texto de maman. Tu nous manques. Un message vocal de papa. Un email de Julia. Plus tôt dans la semaine, ils avaient même envoyé un bouquet de fleurs coûteux à mon appartement. Je l'avais jeté directement à la poubelle. Le dernier message venait d'un numéro inconnu. Louise, c'est maman. S'il te plaît, parle-nous. On reste une famille. Je l'ai supprimé sans répondre. En me retournant vers mon ordinateur portable, j'ai vu les emails de confirmation arriver un par un. Hôtel, visite, vol. Mais cette fois, les voir ne me stressait pas, ne m'inquiétait pas. Je ne planifiais pour personne d'autre. Je ne gérais les attentes de personne. Je ne ressentais qu'une chose, de l'excitation. J'ai déplacé mon ordinateur portable, je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville. Encore 3 mois, et je marcherai dans les rues de Rome, je mangerai en terrasse, je visiterai des musées, je créerai des souvenirs, mes propres souvenirs, selon mes propres termes. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre appel venant d'un numéro inconnu. Sans doute encore un membre de ma famille. Je n'ai même pas regardé. À la place, j'ai fermé mon ordinateur portable et souri. J'ai ouvert ma galerie de photos et supprimé les vieilles photos de famille auxquelles je m'étais accrochée. Il était temps de créer de nouvelles images, de nouveaux souvenirs, de nouvelles aventures. Parfois, la famille qu'on choisit, les amis, les collègues, les inconnus bienveillants qui deviennent plus que des inconnus, comptent plus que celle dans laquelle on est né ou eux. Je l'ai appris à la dure. Mais à ce moment-là, en planifiant mon voyage en solo, je savais une chose avec certitude, je ne l'oublierai jamais.